Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette première vidéo de cette série, nous allons étudier le dossier de l'élève du jour, Clovis. Considéré comme le fondateur du premier royaume franc réunifié, Clodovicus, comme l'appellent les Romains, a su rentrer dans les mémoires comme un des personnages légendaires de l'histoire de France. Je rappelle les règles que j'avais énoncées dans la vidéo de présentation. Le principe du conseil de classe, c'est d'évaluer par des notes les matières étudiées pendant l'année. Ici, l'élève c'est Clovis et nous serons ses professeurs. Au départ, Clovis fait partie du peuple des Francs Saliens. Ces derniers sont les membres d'un peuple germanique vivant près de l'embouchure du Rhin, dans les actuels Pays-Bas. Ce peuple sera conduit un peu plus au sud, autour des villes comme Cambrai ou Tournai vers 440, par Clodion dit le Chevelu, ancêtre de Clovis. Un petit peu de contexte géopolitique. Ce qui s'appelle encore la Gaule est divisé en 4. Les Visigoths au sud-ouest, les Burgondes, les Alamans et un reste du territoire gallo-romain contrôlé par Syagrius, on en reparlera. L'Empire romain, quant à lui, a entamé son déclin depuis quelques décennies déjà et en 476, Romulus Augustule, dernier des empereurs romains d'Occident déclarés, dépose les insignes impériales devant Odoacre, général romain qui, immédiatement après, s'auto-proclamera patrice d'Italie. À ce moment, Clovis a 10 ans et son père Childéric Ier contrôle une partie de ce qu'on a appelé la Belgique seconde. Ce dernier s'occupera lui-même de l'éducation de son fils, dont la principale instruction est axée sur la guerre. Beaucoup de sport, beaucoup de chasse et beaucoup d'équitation. Son père étant à la tête d'une province romaine, il apprend le latin en plus de sa langue maternelle, le francique. Clovis arrive au pouvoir en 482 à l'âge de 15 ou 16 ans. Son territoire s'étend d'une région allant de la Champagne au Pas-de-Calais, à l'exception de Soissons qui est contrôlé par Syagrius. Maintenant que le contexte est posé, nous allons regarder attentivement son dossier scolaire et commencer par la première matière. Clovis a une idée très claire d'expansion territoriale dès son plus jeune âge. Malgré de très durs combats, l'armée ultra-rodée des Francs s'avère redoutable grâce aux guerres menées contre les barbares ou les Romains dans le passé. Il sera aussi s'allier avec les autres peuples francs, notamment contre les Alamans à l'est. En 486, Clovis va mener une offensive au sud contre Syagrius pour contrôler un territoire entre la Meuse et la Loire. Il va notamment prendre le contrôle de l'ancienne cité que l'on appelait Lutèce, il n'y a pas si longtemps encore, renommée en référence aux premiers habitants de la cité, les Parisiens. Grâce à de nombreuses autres alliances de plus ou moins grande échelle allant des peuples barbares voisins à carrément l'Empire romain d'Orient, dont il recevra les compliments après le triomphe sur les Visigoths, Clovis et ses armées réussissent à s'étendre dans le sud-ouest et lors de la bataille de Vouillers en 507, le roi franc aura lui-même tué Alaric II de sa propre lame. La diplomatie de Clovis se résume principalement à faire la guerre. Bien que peu de documents nous soient parvenus, on ne pense pas que Clovis ait usé à outrage de la diplomatie pour l'aider à sa politique d'expansion. Bien que ses expansions militaires ont été très efficaces, je pense qu'il aurait pu justement user de cette diplomatie pour arriver à ses fins. C'est l'heure de la première note et je propose un 8,5 sur 10 en politique extérieure, pour commencer. Clovis est malgré tout connu pour être un roi réformateur. En 508, il décide par exemple de faire de Paris sa capitale. Les raisons sont avant tout géographiques. La ville est principalement située sur l'île de la Cité à l'époque et était entourée d'une large forêt, ce qui lui procure des défenses naturelles non négligeables contre les invasions, en plus d'être entouré d'une enceinte fortifiée. Après, il faut avoir en tête que le royaume franc n'a aucune ressemblance avec l'organisation d'un État moderne auquel on pourrait penser aujourd'hui. Il n'y a par exemple pas du tout d'administration. Le choix de la capitale est avant tout stratégique. Clovis est aussi à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la loi salique. Pour résumer, cette loi est une sorte de premier code de droit pénal. Elle sera modifiée et évoluera sous les dynasties mérovingiennes et carolingiennes notamment. Par contre, ce n'est pas cette loi qui indique que le royaume de France ne se transmet qu'aux héritiers mâles comme on pouvait le penser. En 511, Clovis va convoquer les évêques à Orléans dans un concile dit le concile des Gaules. Dorénavant, le roi se met à l'égal des évêques et dans les décisions religieuses, il n'est plus le chef de l'Église. Il ne l'a jamais été et il ne le sera jamais. En ce qui concerne les réformes, le droit d'asile est augmenté aux bâtiments avoisinant l'édifice religieux pour éviter les dégradations de celui-ci. Durant ce concile, l'excommunication y est par contre facilitée. Celle-ci consiste à retrancher une personne de la religion dans laquelle elle appartient, et c'était dramatique pour un croyant d'y être excommunié. Ne recevant plus les sacrements, le salut de l'âme était remis en question.
et les gens pensaient que mourir excommunié mettait en danger leur possibilité d'accéder au paradis. Voilà, c'est tout ce qu'on a au niveau des réformes de Clovis, étant donné la mal documentation qui nous est parvenue. Bref, n'oublions pas notre conseil de classe et je donne un bon 7 sur 10 pour les réformes du royaume. Pourquoi 7, me direz-vous? Parce que malgré tout, en 29 ans de pouvoir, c'est pas grand-chose. Ouais, je sais, c'est totalement arbitraire. En ce qui concerne le mode de vie, là, on a des choses à raconter. Les conquêtes militaires et les alliances qu'a conclues Clovis ont été pour la plupart réussies grâce ou à cause de mensonges, de traîtrises, voire d'assassinats. On sait que Clovis a fait tuer ou a tué lui-même de sa main tout opposant à sa politique ou à ses conquêtes militaires. Syagrius est assassiné sous ordre de Clovis. Ragnacer, ancien allié, qui l'a notamment aidé dans l'offensive contre les Alamans, est considéré comme une menace par le roi des Francs et lui aussi sera exécuté de ses propres mains cette fois. On recense une dizaine d'assassinats en lien plus ou moins direct quand même avec Clovis. Maintenant, quid de ses enfants? Quelle éducation leur inculque-t-il? Malheureusement, nous avons peu d'informations en général sur le règne de Clovis en lui-même. Il est donc normal et logique que nous manquions de faits et d'éclaircissements concernant ses relations avec ses 4 enfants. Une anecdote qui révèle le caractère sans pitié de Clovis, si j'ose dire, c'est la très célèbre histoire du vase de Soissons. Opposé à Syagrius, l'armée avait coutume de piller les édifices religieux. L'église de Soissons ne dérogera pas à cette règle. Pour vous la faire courte, l'évêque de la ville supplia Clovis d'épargner un vase que ces hommes auraient volé, ayant apparemment une très grande valeur. Mais en guise de défi, un soldat aurait pris son épée et aurait cassé le vase devant les yeux du souverain qui fut choqué par le geste. Ce dernier ne manquera même pas de s'excuser en face de l'évêque, et les restes du vase lui seront restitués. Mais lors d'une revue des troupes par Clovis un an plus tard au Champ de Mars, celui-ci aurait reconnu le soldat ayant cassé le vase. Il lui aurait fracassé le crâne à coups de hache en lui rappelant l'histoire. Ceci dit, d'après certains historiens, le vase ne fut que peu dégradé. Néanmoins, la suite de l'histoire est totalement véridique. Une page importante, que dis-je, mythique de la vie de Clovis, est sans doute son baptême à Reims. Or, son lieu et sa date font encore débat aujourd'hui. Toutes les traces écrites que l'on a sont les chroniques de religieux, plus ou moins ornementées de légendes et de miracles que de véritables faits historiques. Le baptême aurait eu lieu au tout début du VIe siècle. Cet événement est pour beaucoup un élément fondateur de l'histoire de France et de la monarchie. Sa volonté de se faire baptiser peut être résumée en 4 points majeurs. Premier point, une raison religieuse forcément. Clovis, comme de nombreux chefs de guerre barbares, était initialement païen. Son baptême aux alentours de 496 à Reims, par l'évêque Rémy, est souvent présenté comme un acte de foi. Selon la légende, il aurait promis de se convertir s'il gagnait une bataille décisive contre les Alamans à Tolbiac en 96, ce qu'il fit. La deuxième raison est politique. La conversion de Clovis au christianisme catholique plutôt qu'à l'arianisme, comme la plupart des peuples barbares germaniques, comme les Visigoths, les Ostrogoths, a eu un énorme impact politique. Elle a favorisé son alliance avec l'Église catholique romaine, ce qui a renforcé son pouvoir et son autorité. Cette alliance avec l'Église lui a également permis de bénéficier du soutien moral et matériel de la hiérarchie ecclésiastique. Le troisième point, quant à lui, est la consolidation du pouvoir, car en se faisant baptiser, Clovis a également pu unifier ses sujets sous une seule religion. Cela a aidé à stabiliser grandement et consolider le royaume, car il avait des sujets chrétiens gallo-romains qui étaient majoritairement catholiques. La conversion au catholicisme a facilité leur acceptation de son règne et a salement renforcé son autorité. Et enfin, le quatrième point, bien sûr, et pas des moindres, la légitimité. Le baptême de Clovis lui a conféré une légitimité sacrée en tant que roi. En devenant le roi chrétien des Francs, il s'est positionné comme défenseur de la foi et ainsi renforcé vite. Et j'étais d'ailleurs parti sur cette note pour cette matière, mais en y réfléchissant, le fait que Clovis ait éliminé des adversaires plus ou moins arbitrairement me fait reculer la note à 7 sur 10. Après, je suis d'accord, c'est une autre époque et peut-être que ces purges étaient nécessaires et que ces acquis et conquêtes n'auraient pas été possibles sans. Bon allez, je vais mettre un 7,5 pour vous faire plaisir. Clovis est clairement resté dans la mémoire, alors pourquoi se rappelle-t-on de lui plutôt que de Thierry II ou Sigisbert III, ses successeurs?
Déjà, Clovis a ni plus ni moins fondé une dynastie, les Mérovingiens, ça pose les bases. En se baptisant, il a pavé la voie de la christianisation de son peuple et il a réussi à unifier les différentes tribus franques sous son autorité, ce qui a été un facteur crucial pour la stabilité et l'expansion de son royaume. Cette unification a posé les bases de la future France. Sous le règne de Clovis, comme on l'a vu, les Francs ont étendu leur territoire de manière vraiment significative, incorporant une grande partie de la Gaule romaine. Ajoutez à cela la compilation de la loi salique. Au fil des siècles, Clovis est devenu une figure légendaire. Son règne est souvent vu comme le début de la France en tant que nation, on le verra quelques siècles plus tard aussi avec Philippe Auguste, qui sera dans la même idée. Enfin, Clovis est passé de chef barbare païen à roi chrétien soutenu par l'empereur romain d'Orient lui-même en seulement quelques années, et ça, pour le 6e siècle, c'est pas rien. Alors, lui mettre la note suprême de 10 me tenterait fortement. Mais malgré tout, la véracité des faits historiques peut être biaisée par l'exagération religieuse, notamment de ses chroniqueurs comme Grégoire de Tours, concernant son baptême par exemple. Même si je suis d'accord, je ne peux pas mettre en dessous de 9, ça nous laisse pas trop de choix encore une fois, et ce sera un 9,5. L'heure est maintenant à la découverte de notre première moyenne générale. Ça y est enfin, on lance la série. Clovis s'en sort avec un 8,12 sur 10. Pas mal pour le premier des Mérovingiens. Profitez et admirez, parce qu'avec ses descendants, on sera loin de la mention très bien avec les félicitations du jury, si vous voyez ce que je veux dire. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, et prenez soin de vous, bonne soirée, bonne journée, bisous, ciao ciao ciao.